Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un live très particulier, très tabou, à savoir de l'inceste à l'amour. Alors, qui je suis? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine, mentor, conférencière, et j'aide et j'accompagne les gens, les femmes et aussi les hommes, eh bien, à recontacter ou à contacter tout court la puissance de leur énergie sexuelle, la puissance de leur énergie financière, afin qu'ils puissent en fait asseoir leur sécurité sur un terreau vivant, qu'ils puissent manifester à l'extérieur eh bien, une entreprise, un entrepreneuriat aligné à qui ils sont vraiment. Alors, qui je suis pour oser parler d'inceste? Eh bien, je viens moi-même de ce terreau-là, vous l'auriez deviné, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous, en fait, ce processus de guérison qui m'anime. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, cette guérison, c'est un système d'inspiration, c'est-à-dire que j'ai inspiré en fait mes espaces manquants, mes espaces perdus, mes espaces abîmés, mes espaces éclatés, je les ai réinspirés à la maison. Au cœur de source, ici au cœur de mon cœur, au point zéro. Donc j'ai inspiré des énergies de guérison. Et à un moment donné, ces énergies de guérison, on a besoin de les expirer. Et là, je suis vraiment en joie de pouvoir expirer avec vous eh bien, ces énergies de guérison. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Comment j'ai fait pour oser parler d'amour et d'inceste dans une même phrase. Alors, je voudrais commencer par expliquer que pour moi, l'inceste, ça a été vécu donc avec mon père. Je devais avoir entre 5 ans, à peu près 5 ans. Et que pendant très 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 longtemps, en fait, j'ai été dans le déni. Le déni de ça, je pensais effectivement que les incestes, enfin que ce rapport donc avec mon père était totalement normal. Voilà, que c'était la normalité. Donc il y avait j'avais classé ça en fait dans une forme de déni. Ça a été vraiment pour moi la première étape de ma vie, en tout cas jusqu'à mes 30 ans. J'avais eu, si vous voulez, à 18 ans, ma sœur m'avait parlé de certaines choses et je m'étais dit mais oui c'est vrai, je me souviens de ça, de ce qui s'est passé. Et pour autant, c'est comme si je le savais, mais c'était comme quelque chose que je savais et que j'avais rangé dans un tiroir. Voilà, je ne pouvais pas considérer la souffrance ou l'appréhender ou même l'accepter, donc j'avais mis tout ça très très loin. Et lorsque nous mettons en fait des espaces dans le déni, effectivement, c'est par protection, c'est par défense, c'est-à-dire que l'intérieur n'est pas suffisamment costaud, n'est pas suffisamment contenu pour pouvoir appréhender voilà, cette souffrance-là qui a été mise de côté. Voilà, donc dans un premier temps, pour moi en tout cas, quel que soit le traumatisme, que ce soit le viol, parce qu'on retrouve ça également dans le viol, les abus sexuels, les incestes, la première étape fondamentale, c'est la sortie du déni. Voilà. Et cette sortie du déni, souvent, elle se fait par un électrochoc. Voilà, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses dans la vie qui va vraiment nous inviter à venir interroger l'espace. Donc c'est un électrochoc souffrant qui fait qu'on va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va vraiment nous confronter à une résistance. Et cet électrochoc, en général, il n'est pas très sympathique. Pour moi, ça a été une relation amoureuse, voilà, qui m'a permis en fait de me retrouver dans un espace thérapeutique où, à l'âge de 30 ans, eh bien, je me suis rendu compte que l'inceste, quand j'ai éprouvé, quand j'ai ramené ce mot inceste dans mon corps et dans ma vie, c'était donc dans un espace thérapeutique de kinésiologie, mon corps s'est effondré énergétiquement, voilà, je me suis effondrée, ça a été un électrochoc.
Voilà, ce jour-là, ça a été un électrochoc. C'est comme si, en fait, pour la première fois, le fait de verbaliser, le fait de mettre en mots dans cet espace thérapeutique, donc il y avait un groupe qui était là très contenant, il y avait la thérapeute, donc il y avait vraiment ce soutien, vous voyez, il y avait un soutien psychique autour de moi, il y avait une bonne vingtaine de personnes qui étaient là et c'était suffisant pour que moi, dans mes espaces intérieurs, je me sente en sécurité pour pouvoir livrer ma vérité, livrer les mots, livrer le mal qui me rongeait depuis que j'avais 5 ans. Et du coup, quand le corps, quand la psyché se sent en confiance, moi je me suis effondrée, vraiment je me suis effondrée au sol, c'est-à-dire je suis tombée au sol et, et j'ai pu vraiment me redresser en suivant. J'ai été accueillie effectivement par les participants qui ont été extrêmement bienveillants. Mon histoire a résonné avec tellement d'autres, bien évidemment. Et ça a été vraiment le début pour moi d'une recherche de guérison. Voilà. Et en tant que rescapée de l'inceste, pour moi, l'étape d'après, ça a été vraiment de cultiver l'espoir. Sans espoir de guérison, sans espoir qu'il existe autre chose que cette horreur, eh bien, nous nous mettons pas en marche. Soyons très honnêtes, hein, sans espoir. Et moi, en fait, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle une expérience biomystique. J'appelle ça comme ça. J'ai fait une expérience vraiment d'unité dans une méditation où tout d'un coup, je me suis sentie dans un champ de conscience de pur amour, où je me suis sentie presque décorporée et j'ai senti en fait deux entités, deux alliés, deux guides, deux anges. À l'époque j'étais très ange, hein, d'accord, et j'ai vraiment senti ce pur amour comme si en fait pour pouvoir redescendre dans la matière, pour pouvoir redescendre dans la grotte, dans le terreau, il m'avait fallu comment dire, prendre une bougie, prendre l'espoir, prendre la foi que autre chose existe. Et c'est muni de cet espoir, de cette bougie, de ce cœur de source, de cet amour universel que j'ai accepté de descendre dans le terreau. Voilà. Et tout cela, eh bien, je me suis armée de lumière, de savoir que Dieu existe, que pur amour existe, entre le moment où tout ça s'est allumé, j'ai eu cette sensation en fait d'allumer d'un seul coup la lumière, et le moment où j'ai commencé réellement à œuvrer sur l'inceste, eh bien il a bien fallu 4 ans. 4 ans, voilà. Moi je suis très lente, hein. Voilà, je suis très lente, j'accepte mon rythme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience d'un espace et le moment où ça va vraiment rentrer en connexion, je dis pas juste être en conscience, on est tous en conscience intellectuelle, on peut savoir des choses intellectuelles. L'invitation, c'est pas de les savoir là, mais c'est de les éprouver et de les faire descendre dans la matière pour que ça trouve un goût, un espace, pour que en fait la conscience, la lumière puisse vraiment trouver un chemin d'incarnation. Et ce qui a été en fait hyper important pour moi, en tout cas, ça a été de contenir le corps. C'est-à-dire que dans l'inceste, on nous vole, il y a quelque chose qui est volé de l'ordre du précieux, c'est-à-dire que le rapport que l'adulte a au sexe n'est pas du tout le même que le rapport que l'enfant entretient avec le sexe. L'enfant, dans sa sexualité, en fait, il est dans la joie de la découverte, il est dans la joie de la curiosité, il est dans la joie d'un corps vivant, de la musique, du rire, de la danse, il aime être touché, il aime être caressé, il aime être pris dans les bras.
Et quand l'adulte vient lui prendre, en fait, il vient lui prendre cette joie, hein. Il y a vraiment, moi j'ai toujours compris qu'en fait, quand les adultes viennent faire donc de l'inceste ou de la pédophilie, c'est comme s'ils viennent capturer cette innocence, ils viennent regoûter à cette pureté, cette joie qui est là. Ils la contactent tellement pas en eux qu'ils ils la volent à l'enfant. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, nous, en tant qu'enfants, nous nous dépossédons d'une part de cette joie, de cette essence, de cette âme, et que l'invitation, ça va être vraiment de, de revenir dans un toucher juste, vu que notre corps a été abusé, c'est-à-dire qu'on on nous a pris ce morceau, voilà, on nous a pris un morceau. Le corps, la mémoire du corps a besoin en fait d'être contenu, de se sentir contenu avec une présence consciente bienveillante, comme si le corps pouvait aussi engrammer à l'intérieur qu'on peut être touché dans la bienveillance et non pas dans le vol ni le viol. Voilà, donc le toucher corporel, toutes les techniques manuelles, que ce soit la fasciathérapie, tous les touchés thérapeutiques, tout ce qui va venir contenir physiquement le corps, pour moi, c'est vraiment un espace fondamental. Moi, j'ai passé plusieurs années à de mon corps. Je me souviens que quand ma thérapeute fascia donc a mis ses mains sur mon bassin, automatiquement, bien moi j'ai vu ma conscience en fait rentrer, hein, j'ai fait comme un voyage chamanique, je sentais que c'est comme si je pouvais rentrer en conscience dans mon corps, donc je sentais le mouvement des fascias, de certains fascias qui s'étaient totalement immobilisés depuis des années, des années, des années, hein. La peur, la sidération fait qu'il y a une morceau d'âme qui s'extrait. D'accord, mais également les fascias, il y a comme une espèce d'immobilité, une tétanie au niveau des membranes des fascias, qui fait que quand le fasciathérapeute ou l'ostéo vient en fait placer ses mains, il invite à nouveau une vie, un mouvement du vivant, qui fait que bien toute la conscience, toute la peur qui était restée bloquée peut trouver un chemin d'incarnation dans ce mouvement en fait corporel. Et moi, je me souviens avoir perçu mon père au fond de mon bassin, et il ressemblait à un porc, à une espèce de... l'image qui me venait, c'était un sanglier, un sanglier monstrueux. Et tout mon corps tremblait, parce qu'effectivement, le fait de rencontrer ça, eh bien, tout mon système neurovégétatif, toutes les peurs se remettaient vraiment, voilà, je pouvais retraverser à ce moment-là la peur. Donc, il y a vraiment pour moi, dans tous les cas, ce contact physique doit être apaisé, doit être revisité d'une façon saine, pure, belle, dans un toucher bienveillant qui vient accueillir l'histoire sans jugement et qui n'impose aucune volonté. Voilà. Je retrouve ça, moi, dans les touchés thérapeutiques intrapelviens, bien évidemment, où souvent les vulves des femmes, les vagins des femmes sont vraiment habitués à être manipulés, à répondre aux désirs extérieurs, mais qui, pour le coup, ne savent pas vraiment leur propre désir de vie. Et il y a aussi cet espace, pour moi, qui a été fondamental, et je le vois autour de moi, c'est la mise en mots, c'est-à-dire de verbaliser. Verbaliser l'agression, verbaliser le drame, pouvoir en parler dans un espace thérapeutique, voilà, qui soit contenant, sécurisant, parce que l'inceste a vraiment besoin en fait de sortir, d'être exorcisé tant dans le corps que dans le verbe. C'est-à-dire que nous puissions raconter, hein, que ce verbe qui a été enfermé, c'est-à-dire la culpabilité, la honte, la peur, la soumission, que tout ça en fait qui a été emmagasiné dans le bassin et qui a éclaté le cœur, d'accord, que toutes ces énergies puissent être verbalisées comme si ce verbe pouvait ici s'exprimer, hein, le fait de sortir, de mettre en mots, enfoui, tabou. Et ça crée vraiment des libérations
profonde. Moi, j'ai mis voilà, pendant pas mal d'années, j'ai été mettre en mots l'horreur vécue donc dans l'inceste, le silence. Et ça va être aussi, pour moi en tout cas, je le remarque pour plusieurs personnes autour de moi qui sont donc en processus d'accompagnement avec moi, ça va être aussi d'exposer, d'oser dire à la famille, d'oser dire donc au thérapeute, mais après d'oser en parler à l'agresseur, d'oser en parler à tout l'environnement familial qui souvent, eh bien, comment dire, vit aussi sous cette emprise du tabou, du silence, voilà, qui vit également sous ce magma de putréfaction du silence, hein. C'est vraiment le mot qui me vient. Et pour le coup, moi, je vois que les personnes qui osent en parler, qui osent dire le drame auprès de leur famille, de leur raconter, eh bien, c'est extrêmement salvateur et guérisseur. Parce que nous avons besoin, en fait, de libérer notre famille de sang. Vraiment, on a très souvent l'inceste, dans tous les cas, c'est ce que je remarque dans ma propre histoire et dans les histoires que j'accompagne tous les jours, l'inceste n'arrive pas dans un terreau par hasard. C'est du transgénérationnel. C'est-à-dire que une famille incestueuse va donc du côté du père va rencontrer une famille incestueuse du côté de la mère, parce que forcément ils tombent amoureux non pas de leur lumière mais de leurs ombres cachées, de leur refoulement, hein. Nous tombons, notre père et notre mère sont tombés amoureux de leurs ombres. Ce qui nous attire, c'est l'ombre, c'est les espaces vides, hein. Voilà, on s'intrigue les uns dans les autres, comme ceci, et on est attiré par l'ombre de l'autre. D'accord? Moi, quand je me suis rendu compte de ça, ça a changé pas mal de choses dans mes rapports amoureux, hein. Donc on est attiré, sauf qu'on ne voit en surface que ce que l'on veut bien voir, mais on est attiré inconsciemment par les vides, par l'inconscience de l'autre, d'accord? Et moi, dans mon histoire, du côté de mon père, il y avait vraiment des histoires d'inceste. Du côté de ma mère, c'était de l'inceste également, mais du côté de sa mère, où elle avait vécu des incestes avec ses demi-frères, d'accord? Donc forcément, ces deux personnes se rencontrent, il y a une manifestation qui se crée, en fait, dans ma vie, dans mon corps, dans mon rapport à mon père. Mais avant d'en venir donc à regarder en fait l'histoire de l'inceste dans notre lignée, c'est très important de venir reconnaître la souffrance, et c'est ce qui s'est passé avec MeToo et Balance ton porc en 2018, où toutes ces femmes tout d'un coup se réveillent en disant non, moi aussi j'ai été abusée, stop. Et là, ce non est fondamental. Moi, je l'ai vécu, j'ai vraiment fait ce réveil de conscience où tout d'un coup je me suis dit mais c'est pas possible, je peux plus rester sous silence, je ne peux plus garder ça pour moi, et j'ai écrit des lettres à pratiquement tous les membres de ma famille pour leur expliquer bien ma vie. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé dans ma vie et également le pourquoi du comment j'en arrivais là. Et ça, mon Dieu, voilà, ça libère, ça détend, ça met de l'espace. Le fait de se libérer. Et ce qui va être hyper important aussi, c'est de prendre le temps de guérir les espaces blessés. C'est-à-dire que quand on accepte de rentrer dans l'espace de l'inceste, on rencontre une très grande vulnérabilité, une très grande fragilité qu'il faut absolument préserver. Et moi, dans tous les cas, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai coupé, je l'ai expliqué la semaine dernière avec ma mère qui était là avec moi en live, en fait, j'ai coupé les ponts. Avec mes parents, j'ai dû vraiment couper, j'ai dû me sevrer énergétiquement, j'ai coupé les rapports, on se voyait plus, on se téléphonait plus, on ne se parlait plus. J'ai eu besoin en fait pour prendre le temps nécessaire pour réinvestir, pour prendre soin de mes espaces blessés, de me couper en fait de l'horreur, de
de la toxicité. Chaque fois que je voyais en fait le numéro de mon père qui lui en fait m'appelait, il comprenait pas parce que pour lui l'inceste c'était de l'amour, d'accord? Il était dans voilà dans cette confusion entre amour, possession, inceste, confusion des espaces. Donc il comprenait pas ma séparation, ma coupure, et donc il me harcelait au téléphone. Et chaque fois qu'il m'appelait, moi j'avais tout mon corps qui se mettait à vibrer de peur, de trouille. Hein. J'étais terrorisée à l'idée de parler avec lui. J'ai eu une discussion une fois avec lui suite à la première lettre où il m'a convoquée pour qu'on puisse en parler, je m'en souviens. Et j'étais dehors, je me souviens, il m'a pris dehors sur la terrasse. Et il a voulu me démontrer que ce que je disais dans la lettre, c'était faux. Et il a fallu que je me positionne. Que je me positionne dans ma puissance et dans la posture que c'était pas bien. Hein, parce que comme mon père était aussi très violent physiquement et verbalement, il a fallu que je sorte de la peur des représailles, donc de l'enfant blessé voilà, qui avait vraiment vécu des abus psychiques et physiques, verbales et dans les mains en fait. Il a fallu que je me positionne et que je lui dise tu auras beau te mettre en colère, tu ne me feras pas changer d'avis. Ce que tu as fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'inceste. Voilà. Et je me suis positionnée, je peux vous assurer que j'en menais pas large du tout. Et c'est suite à cette altercation d'ailleurs que j'ai complètement coupé parce que je voyais que c'était impossible. Je ne pouvais pas le convaincre, il était dans le déni total. Donc c'était violent, son déni était extrêmement violent et d'une certaine façon je voulais en fait qu'il accepte, donc j'étais dans ce vouloir là, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc vu que c'était pas possible d'obtenir en fait son mea culpa, j'ai fermé et j'ai vécu à ce moment-là mon MeToo et mon balance ton porc, j'ai vécu ma révolution intérieure, ça a duré plusieurs années. Ça a été vraiment une guerre. J'ai envoyé des scuds, hein, si on était vraiment dans nos tranchées respectives, j'ai vécu ça. Et à l'époque, j'étais pas en capacité d'entrer en relation avec mes parents. Et j'ai accepté, en fait, de ne plus jamais, à l'époque, je me souviens quand j'ai pris cette décision, hein, parce que j'avais mis ma mère dans le même sac, hein, mon père, ma mère, tout ça, c'était dans le même sac. Hein, c'était pour moi, ils étaient tellement fusion-confusion que, voilà, c'était dans le même sac. J'avais vraiment besoin de les mettre à distance pour prendre soin de mes espaces blessés. Ça m'a pris quand même quelques temps. Et en 2010, je vais me marier une deuxième fois. Et c'est là où, en fait, une thérapeute va me dire, mais tu sais, tu peux aussi manifester autre chose que de la colère et de la rancœur envers tes parents. Ils ne seront pas toujours en vie. Et peut-être qu'un jour, tu regretteras de ne pas avoir ouvert d'autres espaces à l'intérieur de toi. Et en fait, ça a été une phrase déclic à l'époque où j'ai réussi, vu que j'étais suffisamment costaud dans mon monde intérieur pour faire, en fait, c'est mon désir, c'est dans mon désir de guérison que j'ai fait une démarche. C'était plus mon père qui me harcelait, d'accord? C'était moi qui faisais une démarche vers eux pour leur dire, ok, je suis prête à parler, je suis prête à échanger, et c'était moi qui reprenais le pouvoir à l'intérieur de moi, c'est moi qui choisissais quand, comment, dans quelles circonstances. Et c'est ça en fait, se sujettiser dans l'énergie d'abus, c'est qu'à un moment donné, c'est nous qui devons dire quand est-ce que nous sommes prêts, quand on est suffisamment sécure à l'intérieur de notre bassin, de notre énergie vitale, pour ne plus nous laisser embarquer dans leur propre ego blessé, dans leurs propres blessures, voilà, de réouvrir, j'ai réouvert à ce moment-là un espace de discussion. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte là sur l'énergie d'inceste et de l'amour. Mais à l'époque, je ne suis pas encore dans l'amour de l'inceste. Hein. Vous voyez, c'est un cheminement. Hein. C'est un cheminement qui est long.
et qui fait qu'on alterne, moi j'alterne en tout cas, et je le vois autour de moi, hein, de toutes les personnes que j'accompagne qui ont vécu des attouchements ou des incestes ou des viols, on alterne vraiment dans tous ces méandres, dans toutes ces boucles entre eh bien, la colère, la tristesse, la guérison, enfin les moments où justement la conscience vient à l'intérieur, le rejet aussi, le fait de voilà, et depuis le temps que je travaille là-dessus, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel pour me guérir de l'inceste. Ouais, je viens de là aussi, et en fait, l'âme, elle s'en fout hein, royalement hein, du temps hein, qu'on met. Elle n'a qu'une aspiration, c'est revenir au cœur de source, revenir à l'intérieur de la matière et sentir un espace sécure dans un bassin conscient et vivant, et sentir la grâce en fait, la grâce incarnée. L'âme a besoin de voilà de trouver l'amour, la joie incarnée. Elle a besoin de ça. Anargis, tu dis ça me parle beaucoup ton partage. Ben oui, oui. Qu'est-ce qui te parle exactement? À quel endroit ça te parle, Nargis? Est-ce qu'on a des commentaires ici? Non, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez tout ça parce que c'est pas un espace facile. Hein. Moi encore, il y a des espaces de temps en temps où je sens encore cette petite fille la petite fille puis l'adolescente, parce qu'il y a eu vraiment deux espaces différents. Il y a eu le passage à l'acte sexuel, donc l'inceste lorsque j'étais enfant, et après il y avait vraiment l'emprise incestuelle, même s'il n'y avait plus de toucher, si vous voulez, de sexuel, mais il y avait quand même encore l'emprise du corps. Je me souviens d'ailleurs, je vais vous confier ça, en 2008, donc c'était il n'y a pas si longtemps, en 2008, hein, vous vous rendez compte. En 2008, donc je vais fêter je suis donc avec mon deuxième mari, et enfin oui, avec mon deuxième mari, on n'est pas mariés à l'époque, et en fait, je suis à la maison, dans ma maison familiale, et donc mon père est là, ma mère, et le soir, mon futur mari me dit, écoute, ton père t'a passé une main au cul, et tu ne t'en es même pas rendu compte. Et ça a été un électrochoc. C'est-à-dire que j'avais tellement... Vous voyez, psychiquement, j'étais tellement dans le déni de cet incestuel, c'est-à-dire que j'étais tellement encore objetisée comme étant le prolongement des mains de mon père, que je n'ai même pas senti les mains de mon père sur moi. Et ça a été un électrochoc. Ça a été un électrochoc parce que je me rendais compte de l'ampleur du déni, l'ampleur de l'emprise que mon père avait sur moi. Comment c'était possible qu'à 34 ans, je ne puisse pas sentir sur mon corps la main, le fait que mon père me passait une main aux fesses, sans que j'en sois consciente, alors qu'on était qu'on était dans la cuisine, et c'est comme si en fait je ne pouvais pas, il y avait un espace psychique où je ne pouvais pas sentir. Et là, pendant toute la nuit, je me souviens, on était à l'hôtel avec mon mari. Je me suis mise à trembler, et une espèce de gratouille géante. C'est comme s'il fallait que j'enlève ma peau. J'étais une espèce de gratte, tout mon corps me grattait, je me souviens. C'était juste affreux comment mon corps, tout d'un coup, cette prise de conscience me ramenait une conscience vivante avec ce qu'il pouvait, quoi. Voilà. Et donc suite à ça, il y a eu la coupure, bien évidemment. J'ai été obligée. J'étais tellement dans la stupeur de me rendre compte du déni, et que je ne pouvais que prendre de la distance avec ma famille de sang pour pouvoir me reconstruire et me réapproprier ma peau. Vraiment ma peau, parce qu'il s'agissait vraiment de ma peau. J'ai vraiment senti qu'en fait, entre les mains de mon et ma peau, ses mains psychiques et ma peau, il y avait comme une fusion-confusion. C'est comme si j'étais le prolongement, en fait, de ses mains, que je lui appartenais. Il y avait une emprise sur moi. Et j'en étais dans le déni, en fait. Voilà. Et donc voilà, corporel, les thérapies verbales, de vraiment relier toujours le verbe à la conscience du corps. Voilà. Et l'âme, l'essence,
en fait, a besoin de ça, a besoin de se sentir, et le son. Moi, j'aime beaucoup le son, le chant, pouvoir chanter l'âme pour qu'elle puisse, en fait, en chamanisme, on chante beaucoup parce que le chant est ce qui crée le pont entre l'âme désincarnée qui est encore coincée et la conscience du corps. Hein, c'est-à-dire que le chant chamanique amène la conscience à vibrer dans la cellule. C'est ça un recouvrement. Et ce qui a été très important aussi pour moi, et c'est ce que j'œuvre beaucoup dans mes accompagnements, c'est rendre le pouvoir au bourreau. Mais avant de rendre le pouvoir au bourreau, c'est important d'avoir actualisé donc la victime, d'avoir, ok, je suis une victime, et de pouvoir en fait récupérer tous les espaces manquants à l'intérieur de soi, les récupérer, et en suivant pouvoir à ce moment-là se détacher du rôle de bourreau de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il interagit avec nous étant victime et qu'on a le choix. Moi, c'est là où vraiment ça a été un électrochoc pour moi, ça a été de me dire, parce que pendant très longtemps, à un moment donné, mon ego est resté très 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 longtemps caché derrière le bourreau et la victime. C'est-à-dire que ça me donnait l'occasion de rester bien planquée. J'étais planquée, vous savez, c'est comme quand tu inspires. Et d'ailleurs, j'étais toujours dans une espèce de truc comme ça. J'étais planquée derrière la victime et le bourreau. Ça me donnait toute l'occasion de ne pas en fait manifester ma puissance. Ça me donnait toute l'occasion de rester cachée et de ne pas partager au monde qui je suis. Et à un moment donné, pour pouvoir lâcher le complexe ça demande de prendre conscience qu'on se planque derrière ça. Moi, je me suis planquée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en parlais tout le temps, je vomissais à qui mieux. Mon ego était vraiment... Et c'était ok de pouvoir faire ça. Hein. Il fallait que j'en parle, il fallait, voilà. Et je me suis rendu compte à un moment donné, mais en fait... je suis pas plus heureuse, ni plus puissante, et en fait, je cherche toujours mon chemin. C'est pas... Voilà, le pour en parler, c'était une étape, mais je sentais que j'étais arrivée à bout de souffle. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. C'était quoi? Parce que j'avais quand même sorti du déni, j'avais quand même balancé mon père dans la famille, je lui avais quand même craché mon venin, et pourtant je me sentais toujours pas vivante. Je me sentais pas encore, je me sentais pas digne. J'étais toujours en fait dans la honte. Dans le honte que mon corps ait pu ressentir ce plaisir-là, que mon corps m'ait trahi d'avoir ressenti ce plaisir charnel. J'étais dans cette honte-là, dans cette culpabilité, et je voyais que la colère, en fait, ça me menait à rien. J'étais dans ce marasme, mais je tournais le con quand même. Enfin voilà, je vous évite le chapelet de boudin. Hein. Mais voilà, donc les hommes étaient vraiment des gros cons qui pensaient qu'à ça, des bites sur pattes, complètement dénués de conscience et de... Voilà, pour moi j'étais vraiment dans le MeToo balance ton porc. Hein. J'étais vraiment dans cet espace féministe... révolution, sales cons les hommes, voilà. Et en fait, je me sentais pas mieux. Hein. Je me sentais pas mieux. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais planquée derrière la colère, j'étais planquée derrière la victime, derrière le bourreau. Et là ça a été une chute. Je me dis mais putain je veux la guérison. Je veux la guérison. C'est quoi la prochaine étape de la guérison? Et là ça a été, je me suis rendu compte, c'était vraiment de rendre le pouvoir en fait au bourreau. Ça a été ok, on a vécu ça, j'ai récupéré mes extraction, je te rends ton empreinte, je n'en ai plus besoin pour grandir, j'en ai plus besoin, voilà, je te rends tout ça, et moi par contre je suis prête à recouvrir avec mon essence, avec mon âme, avec mes parts planquées, d'accord, et waouh, là ça a été vraiment, j'ai vécu des instants de grâce, des formes de bénédiction. Donc moi, ça, je le traduis dans des accompagnements, en fait, où je crée
une technique que j'appelle la technique d'extraction par modelage, où on vient vraiment extraire les empreintes des bourreaux, on rend vraiment les énergies aux bourreaux pour recouvrir avec notre propre puissance à nous. Voilà, derrière chaque énergie d'abus, il y a une énergie d'abondance, une énergie, une puissance créatrice à recouvrer. Tant qu'on est en colère, la colère c'est un moteur, mais ça ne suffit pas. Voilà, la colère, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, c'est ouf, il faut réussir à passer à autre chose. Et c'est en fait de passer du cœur, enfin du foie, hein, de tout ce ressentiment qu'on a dans le foie, qu'on a dans l'estomac, que tout ça pour pouvoir que la conscience puisse monter au cœur. Et finalement, moi, je me suis rendu compte, c'est là, à ce moment-là, que j'ai pu me rendre compte, en fait, de l'histoire de mes parents, c'est-à-dire l'histoire transgénérationnelle. Donc, c'est changer de plan, avoir un plan plus haut, voir que l'inceste était vraiment introjecté dans nos cellules au niveau de notre ADN dormant en épigénétique depuis des générations. Il y avait ce drame larvaire de l'inceste comme une bombe antipersonnelle. Donc de pouvoir aussi accompagner mes aïeux dans cette libération-là. D'accord ? Et puis ça a été de me rendre compte à un autre niveau spirituel, et bien qu'avec mon père, en fait, il y avait comme un contrat d'âme. J'ai vraiment compris, en fait, l'élan d'amour qu'il avait fallu à mon père. C'est là où, finalement, d'où le titre de l'amour, de l'inceste à l'amour. En fait, il faut beaucoup d'amour quand tu es une âme désincarnée pour te dire, ok, je veux bien être ton bourreau, je vais renoncer à la conscience pour que toi, tu puisses vraiment te saisir de la guérison et que tu puisses œuvrer. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est comme si c'est un contrat d'âme où il y en a un qui va choisir d'endosser finalement le rôle du bourreau, c'est le traître, le méchant, d'accord, l'ombre, le monstre, d'accord, pour que l'autre puisse se saisir en fait de sa propre de l'énergie de guérison. Plus mon père descendait en enfer dans un non à l'incarnation, plus moi ça m'a servi de propulsion. Son non à la vie incarnée m'a servi moi de point d'appui vers la vie incarnée. D'accord ? Il y a vraiment eu une espèce de chassé-croisé comme ça. Voilà, c'est vraiment un chassé-croisé de nos âmes qui s'est fait donc dans l'énergie sexuelle, en tous les cas pour lui et pour moi, dans son bassin. Quand il est mort, d'ailleurs, je l'ai senti se désincarner. Quand il est mort, à l'heure exacte où il est mort, il est sorti de mon bassin. Je l'ai senti, je savais, mais il est sorti de mon bassin. Voilà. Donc il y avait vraiment dans ce bassin, en fait, encore comme si son vivant, comme si je lui servais d'encre. Mais ça veut dire que il y avait encore des espaces de lui qui étaient encore à l'intérieur de moi. Voilà. Et donc, je ne parle pas, moi, comment dire, de pardon. Je ne parle jamais de pardon, parce que pour moi, dans mon système un peu judéo-chrétien, le fait de pardonner, c'est le fait de se pardonner et de pardonner à l'autre, c'est de considérer le drame encore d'une façon polarisée, bien mal. Lorsque j'ai réussi à voir en fait l'inceste au-delà de la dualité bien mal et de me mettre dans un plan d'évolution de l'âme, eh bien, il n'y a plus de notion de bien ou de mal. C'est juste, donc il n'y a pas de pardon pour moi à voir, mais c'est juste un espace d'acceptation. Par contre, le pardon, c'est là où je pourrais l'entendre, c'est que j'ai donné. J'ai donné, j'ai rendu à mon père, par amour pour moi-même et pour mon incarnation, d'accord? Et donc par amour pour l'autre aussi, je lui ai rendu son rôle de bourreau. Je lui ai donné, je lui ai redonné son pouvoir de bourreau où j'étais restée planquée. On se donne, on rend le pouvoir à l'autre pour pouvoir se restituer notre propre pouvoir de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fabienne, alors attendez, parce qu'il y a pas mal de petits messages. Oui, moi je réponds sur la coupure de la relation, le rejet de ma famille, ma mère dans le même sac, tout ça en fait. Et oui, l'inceste et l'emprise incestuelle. Alors, c'est très juste. Moi, ça,
Mais 35 ans, bah oui, je comprends. Moi, c'était 34, donc je comprends. Voilà, c'est un cheminement, hein. Plus, là où j'en suis, c'est plus l'abus est gros, plus la puissance de guérison et la grâce et l'abondance est importante derrière. Et ce qui a été aussi important, ce qui me vient là, Céline, dans ce que tu partages, c'est que moi, en fait, je me suis rendu compte que cette énergie d'abus, donc cet inceste, ce drame, avait quand même développé aussi une manipulatrice perverse à l'intérieur de moi, une castratrice, et que ça a été important pour moi-même de regarder ma propre ombre. Pour pouvoir regarder l'ombre de l'autre, nous devons regarder notre propre ombre. Pouvoir accepter l'ombre enfermante, le manipulateur pervers qui était mon père, et j'ai fait ce travail de regarder à quel endroit moi-même, pendant très longtemps, j'ai une sexualité très débridée, j'ai même flirté avec les espaces de prostitution, j'ai fait beaucoup de choses. D'ailleurs, je lisais encore hier soir que la majorité des prostituées viennent du monde de l'inceste, c'est quand même pas un hasard, d'accord? Moi, j'ai vraiment frisé avec ces espaces-là où je me suis demandé si j'allais pas vendre mon corps, hein, pour de l'argent. D'accord? Donc c'est regarder tous ces espaces sombres, tous ces espaces où moi j'ai aussi utilisé les hommes comme des moucherons dans ma toile d'araignée. J'ai fait ça, et de pouvoir regarder ça avec une bienveillance amoureuse. Et oui, de pouvoir regarder notre propre ombre, comment nous sommes capables, en tant que femmes abîmées, de castrer les hommes, castrer nos enfants aussi, castrer, voilà, et être dans une renonciation vraiment à regarder le... Fabienne, tu dis, je confirme Karine, cette reliance, c'est ce qui m'a permis après... Alors attends, hop. C'est ce qui m'a permis de me libérer de ces chaînes afin d'arriver au pardon et à la résilience. Ouais, moi, comme je viens juste de le dire, Fabienne, je ne parle pas de pardon, mais d'acceptation. C'est plus doux en moi d'être dans l'acceptation. L'accueil et l'acceptation. L'accueil de ma propre ombre, d'accord? Moi, vraiment, je ressens toujours, en fait, le pardon comme si, en fait, il y avait quelque chose encore de bien et de mal. Alors que dans l'acceptation du cœur de source, l'accueil, en fait, il n'y a plus de point de vue, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de dualité. Donc, on se fait creuser. On propre ombre et d'accueillir ce qui est l'histoire telle qu'elle a été vécue, positive et négative. Alors, Céline, tu dis la honte d'avoir ressenti du plaisir m'interpelle, j'avais jamais vu une chose ainsi, c'est intéressant. Effectivement, c'est très douloureux, cette relation malsaine où le plaisir est douloureux. Oui, je parle de ça, du plaisir, parce qu'effectivement, moi j'ai ressenti, mon corps d'enfant a ressenti du plaisir dans l'inceste. J'ai eu des orgasmes clitoridiens. J'ai ressenti énormément de volupté. Pour moi, l'inceste était une prolongation de l'amour, mais comment dire, mon corps, en fait, il y a eu vraiment une honte parce que je sentais que c'était pas bien. Je sentais que c'était pas bien et pourtant mon corps réagissait. Donc il y a eu un conflit énorme entre mon plaisir orgasmique et la loi, et ce qui est pas bien en fait. Vous voyez, donc en fait, il y avait vraiment ce conflit entre ce corps physique, et pour très longtemps en fait, j'ai été vraiment honte contre ce corps ce corps de plaisir, et c'est pour ça que ça m'a poursuivi également dans ma sexualité. Voilà, c'était très difficile parce que pour moi, mon corps m'avait trahi. Mon corps était un traître. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, hein, voilà. Et j'accompagne aussi des femmes qui ont vécu, pour certaines, des viols. Pour certaines, elles ressentent encore de la honte parce qu'elles ont ressenti une forme de plaisir. Il y a eu du plaisir physique. Enfin, rendez-nous, il faut qu'on s'en... Il y a entre 8 et 10 000 terminaisons nerveuses dessus. Donc quand il est stimulé, c'est une espèce de décharge d'endorphine, d'ocytocine. Voilà, il y a des femmes, moi j'accompagne des femmes, j'ai pas honte de le dire, qui ont ressenti, c'est-à-dire qu'elles ressentent physiquement, il y avait une excitation physique, mais par contre psychiquement elles n'y sont pas du tout. Et c'est là où il y a des abus.
Beaucoup de femmes, en fait, vivent aussi des viols de contrainte, hein, pour vivre un viol. Il y a des viols conjugaux tous les jours où la femme, bah, elle y est pas, quoi. Elle fait semblant. D'accord? Voilà, voilà, et il existe des femmes, voilà, moi je reçois ce genre de témoignages où des femmes m'avouent, hein, avoir ressenti du plaisir dans le viol. Moi, j'ai ressenti du plaisir dans l'inceste, et qu'après ça crée vraiment, l'horreur, c'est que ça crée vraiment ce conflit intérieur. Comment c'est possible que mon corps ait pu ressentir ceci alors que je vivais un truc dont je n'avais pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un gros frein dans le plaisir des femmes en suivant. C'est un très très gros frein, parce que c'est comme si il y a toujours cette notion sur le plaisir féminin à ce moment-là, il y a cette notion de trahison. Corps, tu m'as trahi, j'ai ressenti un truc impur. Enfin, dans l'inceste, quand même, l'inceste, faut revenir juste sur le mot quand même, le latin incestum, ça veut dire souillure. Incesto, c'est rendre impur. En gros, salope. En gros, ça veut dire ça, d'accord? Salope. Donc, comment te dire que, en suivant, c'est compliqué de ressentir du plaisir quand il y a eu souillure, quand il y a eu abus, et que le corps physique a ressenti du plaisir dans cet abus, dans cette souillure. Enfin, vous imaginez, quoi. Il y a un conflit énorme à l'intérieur, hein. Pour moi, ça a été le plus compliqué pour moi à remettre en ordre à l'intérieur, c'est de sortir de l'archétype de la peur d'être une salope, d'être trahi par le corps. Voilà. Alors, ça fait bouger les choses. Ce que je vois, il y a des commentaires. Ça me parle beaucoup, les contrats d'âme. Je suis en train d'avancer à cette prise de conscience pour avancer vers le pardon. Comme je viens juste de le dire, pour moi, le pardon, c'est plus de l'acceptation. Ça me touche vraiment ce que tu dis, Karine. Moi aussi, je crois au potentiel de lumière qui existe en nous par notre ombre. Et celle de notre agresseur, notre lumière est à la hauteur de notre ombre. Ouais. J'en ai les larmes aux yeux. Moi aussi, j'ai eu et j'ai encore beaucoup d'ombre. Cette violence est bel et bien là, à nous de la transmuter. C'est capital. C'est capital, capital, capital de pouvoir reconnaître l'ombre qui est tapie en nous. Honnêtement, c'est toujours bien plus facile d'aller se victimiser derrière le bourreau et d'aller rester planqué derrière le bourreau, mais la victime et le bourreau, en fait, c'est la même entité, sauf que c'est pile et face, mais c'est la même pièce. Dès qu'en fait tu veux être victime et être vu sous le joug de la victime, automatiquement ton bourreau est dans l'ombre et il agit dans l'ombre et tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Voilà, donc l'invitation, c'est là où finalement j'accompagne tous les jours dans des processus, tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est encore dans l'ombre. Quel est le processus psychique? Alors on est très doué pour rester derrière des croyances. Je pense encore à l'accompagnement que j'avais juste avant notre live, où voilà, on a des croyances, je suis castrée parce que ceci, parce que cela, et en fait quand tu regardes vraiment énergétiquement ce qui se passe, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends, quoi. Comment expliquer ça? Le travail personnel, quand j'ai des gens qui viennent en me disant oui, je suis en travail personnel, je lis des livres et j'avance tout seul, et en fait ils se font pas aider dans des cadres thérapeutiques ni par des thérapeutes, honnêtement, on se fourvoie. On se fourvoie parce que l'ego, le mental, va toujours s'arranger pour aller voir juste le politiquement correct, ce qui va pas trop déranger. Mais le vrai fond, l'envers du décor, on a besoin d'aide. On ne peut pas y aller tout seul, je vous le dis. Le travail thérapeutique sert à ça. Et surtout, ce travail, entre guillemets, cette œuvre, doit avoir été effectuée par le thérapeute avant.
D'accord? C'est-à-dire que lui-même, il doit avoir été en capacité d'avoir alchimisé cette ombre et il est en contact. Hein, quand il est en accompagnement, ou moi quand je suis en accompagnement, je suis en contact avec mon ombre. Plus le thérapeute est en contact avec son ombre, c'est-à-dire avec ses parts fragiles, ses parts sombres, ses contre-transferts, hein, ce qu'on appelle dans le jargon, et qu'il est en lien avec son contre-transfert, plus il est en lien avec ça, plus il est tapis en fait, voilà, plus il est dans cette posture de retrait, de prendre soin de son ombre, plus il laisse à l'autre l'occasion, donc l'accompagner, de se saisir de son propre pouvoir et de sa propre puissance de guérison. Mais ça demande d'avoir alchimisé son ombre, ça demande de regarder. Moi, je demande tous les jours, qu'est-ce qu'il est possible que je puisse voir aujourd'hui? Voilà, quelle est l'ombre que je suis prête aujourd'hui à accueillir, qui pourrait transformer, voilà, apporter encore plus d'abondance à ma vie. Voilà, c'est ça, s'alchimiser, c'est accueillir son ombre. L'abondance, elle est tapie derrière l'ombre que l'on protège. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? Alors Fabienne, tu dis, je confirme le fait de ressentir du plaisir, même enfant, d'où le conflit intérieur, comme nous sommes adultes et que tout remonte à la conscience. Oui, grande dualité, oui, 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 oui. En fait, notre corps physique, je le redis, le clitoris, entre 8 et 10 000 terminaisons nerveuses. Il y a, voilà, donc on ressent, je veux dire, on ressent des choses. Et que oui, ça peut être apparenté, il y a quand même ce cerveau reptilien qui est là à l'intérieur de nous et que nous, en fait, ce cerveau reptilien, quand on est enfant, il est relié en fait à la joie de vivre, comme je disais, vraiment, il n'y a pas de notion en fait de sexualité telle que l'adulte, lui, se la représente, parce qu'il n'y a pas les hormones, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ce désir de procréation, il n'y a pas ce désir de prendre pouvoir sur l'autre, du tout, il y a juste cette joie de la découverte, un corps vivant, un clitoris vivant, un pénis vivant, quand un petit garçon, de rencontrer, quand on parle de touche pipi, je veux dire, les enfants, quand ils sont petits, ils vont s'explorer avec de l'innocence, et pourtant ils sentent, c'est-à-dire que ils sentent vraiment, moi j'ai vraiment senti en fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était pas bien, parce que j'étais, même si je sentais du plaisir, j'étais dans la contrainte, j'avais l'impression d'être enfermée, voilà. Alors Fanny, tu nous dis, c'est une dissonance entre le corps et l'esprit, et du coup une invitation à plus d'harmonie entre ces parties de nous. Exactement, exactement. Entre ce que nous nous racontons comme histoire. Moi, je vois ça tous les jours, hein. Et c'est le job, c'est de créer en fait une histoire, non pas à partir de l'ego, qui raconte une histoire comme il peut pour se maintenir, mais de venir rencontrer l'histoire telle qu'elle a été vécue dans le corps. Le corps ramène des histoires du passé. L'ADN est issu du passé. L'ADN, voilà, il vient de notre passé, c'est-à-dire des histoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et c'est comment, en fait, dans ce corps manifesté, comment l'histoire se rejoue dans notre manifestation, comment tout ça, ça se rejoue, et comment souvent, on va avoir les mêmes stratagèmes d'évitement psychique pour éviter de rencontrer la vraie histoire. Combien de crises d'angoisse j'ai pu remonter en surface, moi. Alors là, je peux vous dire, c'est un truc de dingue. De temps en temps, de pouvoir me laisser traverser par une intensité. Je ne parlerai pas de douleur. Là, ça serait polarisé comme quelque chose qui fait mal, de la douleur, mais vraiment une intensité énergétique. Combien de fois, même encore maintenant, je me sens traversée par une intensité énergétique que je ne comprends pas, qui est là, qui se manifeste, qui cherche une voie de passage par mon corps, que j'accueille. Et l'acceptation, c'est de ne pas entrer en résistance, mais d'être vraiment dans cet accueil de la traversée. D'accord? C'est un accouchement psychique à ce moment-là, un accouchement d'une émotion. Ça peut être un accouchement d'une intensité corporelle. Moi, j'en vis plein. Et voilà, quand c'est trop fort, je vais voir mon docteur pour me rassurer. Parce qu'il y a des fois, c'est super costaud, quoi. Mais il n'y a rien
qu'il soit ramené en conscience, que nous soyons capables de transmuter, voilà, d'accueillir. Il n'y a rien. L'inconscient crée ce qu'on appelle des résistances, qui sont nos super amis. Hein, nos résistances sont des super amis qui sautent quand c'est suffisamment costaud dessous pour être accueilli. C'est tout. La résistance, on la défonce pas, on l'accueille, on lui dit oui, parce que tôt ou tard, quand c'est le moment, elle cède pour laisser amener autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, Émilie, tu iras voir le lien entre vendre son corps et le lien à la prostituée et l'inceste. Pour moi, j'avais cette sensation, dans tous les cas, que c'était par la prostitution, j'aurais pu en fait trouver, comment dire, rédemption. Voilà, comme si en fait il y avait un espace vide à l'intérieur de moi, un espace vide énorme que finalement le passage des hommes pouvait peut-être remplir. Il y avait vraiment cet espace-là, un espace manquant très vide. Je dis toujours que il y a deux façons de répondre à l'abus sexuel. C'est soit on devient tous azimuts derrière, d'où la prostitution. Tous azimuts, c'est vraiment, voilà, on vit tout le temps ce genre de relations tous azimuts, pas de conscience, mais on remplit un peu comme une boulimique, ou opercule de bigorneau psychique où il y a fermeture et là je m'extrais de l'espace. Je ferme tout et je me mets au-dessus. Voilà. Et il y en a une, il y a un trou béant qui veut remplir, hein, voilà, boulimique, on remplit un vide intérieur. Et pour l'autre, ça va plutôt être l'anorexie, je me mets au-dessus. Voilà. Et moi, j'ai vécu les deux. Hein. D'abord une boulimie, puis après une espèce de mise à distance et un retrait dans le spirituel. Voilà. Myriam, tu dis bonjour. Quelles sont les thérapies énergétiques les plus appropriées dans le cheminement de guérison? Comme je l'ai dit, les thérapies corporelles, que ce soit la fasciathérapie, les touchés thérapeutiques, l'ostéopathie, mais il faut que les personnes, le thérapeute, aient également ce terreau de guérison en lui. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, entre l'accompagnant et l'accompagné, en fait, il y a deux entités, et en fait, on crée ensemble un troisième être. L'espace de guérison, c'est vraiment où on met en commun un espace commun, où l'accompagné va pouvoir s'emprunter des espaces de guérison de l'accompagnant. D'accord. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait comment dire, il faut qu'il y ait des voies de passage qui aient été faites par l'accompagnant, quoi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'il y ait des voies de passage qui aient été faites par l'accompagnant, qui puisse, en fait, l'accompagné doit vraiment se sentir accueilli d'une façon inconditionnelle, se sentir à la fois accueilli et contenu. Accueil et contenu. Pour pouvoir libérer en fait un nouvel espace à l'intérieur de soi. Et puis après, c'est pouvoir verbaliser tout cela. Donc il y a les thérapies verbales également. Voilà, moi j'ai déjà accompagné également dans ce genre d'espace, à la fois corporellement et à la fois dans le verbe. Alors, Myriam, tu dis, je dirais un accompagnement avec Karine et je pense qu'il est plus juste de chercher un thérapeute plutôt qu'une thérapie. Choisir un thérapeute avec son cœur dont tu auras la certitude. Hop là. Alors, j'arrive pas à lire la suite. Qu'il peut t'accompagner à aller voir les zones d'ombre. Exactement. Moi, très souvent, je me rends compte, les gens arrivent à moi par un élan vibratoire, ils me disent, je sais que c'est toi. Voilà, ils vont rentrer en résonance avec mon chant au-delà du côté personnage, au-delà du côté égotique, c'est-à-dire que leur être infini rentre en résonance avec le mien et ils sentent, je sais pas, bon, ils arrivent. Moi, c'était comme ça hein, quand j'ai rencontré des thérapeutes. Je suis pas passée par la case mentale. Je sens que c'est là. Je sens que les réponses vont être là. Et très souvent, les gens qui viennent en séance avec moi disent qu'ils ont besoin de mon terreau en fait, voilà, de qui je suis, de mon alchimie pour pouvoir se saisir du leur. Voilà. Et c'est un appel qui est au-delà de l'ego et du mental. C'est une espèce de vibration où on sent qu'il y a un appel, quoi. Voilà.
Mon job, en fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que tous ces abus, parce qu'il y a eu l'inceste, mais il n'y a pas eu que ça, hein, il y a eu des abus dans mon enfance avec un garçon de ferme. Dans le mannequinat, vous pensez bien que dans le mannequinat, je me suis retrouvée dans des situations très abusives. J'ai vécu des abus au niveau de l'éducation nationale également, où il y a finalement, c'est comme si l'abus était quelque chose de normal. Enfin, pendant très longtemps, c'était normal, jusqu'à mon réveil en tout cas. Voilà, jusqu'à ce que je me dise je suis, ou j'existe, ou je veux vivre ma vie incarnée sur Terre. Donc voilà, niette qu'on m'impose les choses de l'extérieur, d'accord. Je me suis rendu compte qu'en fait, bien, j'accompagne les femmes qui veulent transformer en fait ces énergies d'abus en puissance créatrice, en abondance et en énergie d'argent. Très souvent, je me rends compte que les femmes qui ont été abusées, qui sont encore dans la victime, en fait, déjà ont du mal à contacter le bourreau. Donc, il y a une grande part d'elles-mêmes, de leur essence, qui n'est pas actualisée. Donc, il y a une grande part d'abondance qui ne peut pas s'unir à elles. D'accord? Donc, il y a souvent des grands problèmes avec, en fait, avec la notion d'abondance, de légitimité, de dignité à recevoir l'abondance. Quand tu es un objet, enfin, tu vois, de dire, vas-y, demande à ce crayon. Crayon, vas-y, maintenant, crée de l'abondance. Quand tu es un objet, quand tu ne peux pas dire je, quand tu ne peux pas dire j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'existe, je dis non, je dis oui, quand tu ne dis pas je, quand tu ne prends pas responsabilité de qui tu es, comment tu veux que ton univers, tu vois, ton univers, je ne parle même pas des archanges et de l'univers ou des maîtres ascensionnés, comment tu veux que ton univers attire l'abondance? C'est peux pas, c'est difficile. On vit avec la moitié, enfin avec une partie, et l'autre est toujours coincé dans l'ombre. Donc l'invitation, c'est que derrière chaque énergie d'abus, il y a vraiment une puissance d'abondance financière, relationnelle, une richesse à actualiser et à partager au monde. Voilà. Eh bien, on est pas mal. Ça fait 1 heure qu'on y est. Valilout, il nous dit « J'étais soumise avec certains partenaires et des fois pleurer pendant le rapport sexuel car je n'en avais pas envie. » Oui, oui, ben oui. Et ça, c'est voilà, on est dans l'abus parce que ça s'apprend hein, à dire vraiment le non et à dire se positionner, à sortir en fait de la peur, de la frustration de l'autre. Fanny Diaz, oui, j'accompagne les hommes, j'en avais un tout à l'heure, hein, bien sûr. Il y a des hommes aussi, c'est la même chose, sauf que bah, c'est des pénis. Et nos hommes, alors ce que je voulais partager, ça sera le dernier truc. En fait, on est en train en fait, d'accuser le patriarcat. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de mouvements féministes, comme ça, on en a eu besoin. Hein, pour moi, le féminisme, ça a été un peu comme le MeToo et le Balance ton porc, ça a été une façon dont les femmes, en tous les cas les femmes, ont eu de se sujettiser et dire stop, nous existons, nous voulons voter, nous voulons un compte en banque, nous voulons avoir le droit d'avorter, nous voulons droit à la pilule, nous voulons exister dans notre bassin. Hein, le bassin, le siège de l'énergie sexuelle, et là également où, de l'énergie de vie, et donc de l'abondance. Et donc, comme nous avons voulu nous sujettiser, il faut qu'on prenne conscience que pendant toutes ces années de patriarcat, il y a un matriarcat souterrain larvaire, hein, souterrain, hein, qui a œuvré dans l'ombre. Prenons responsabilité aussi pendant toutes ces années, comment, c'est ce que j'ai alchimisé ce matin avec cet homme, comment les femmes, pendant toutes ces années de patriarcat, nous avons été des castratrices, des manipulatrices. Et c'est important de le voir. Hein. Alors c'est bien le patriarcat, voilà, ok, mais à un moment donné, prenons responsabilité. Le patriarcat, déjà, ça fait à peu près 2 ou 3 000 ans que ça existe, et avant le patriarcat, hein, il y a eu 10 000 ans de matriarcat. Hein. Si vous ne connaissez pas l'œuvre d'Adelise Lapierre, qui parle de ces 10 000 ans de matriarcat, nous sommes arrivés à une croisée des chemins où l'invitation, ce n'est plus d'être dans du matriarcat ni plus dans du patriarcat, mais c'est d'être dans quelque chose de totalement nouveau et totalement inédit. C'est pour ça qu'on est totalement paumé.
Donc nous les femmes, ok, nous sommes en train de faire notre révolution, voilà, nous avons fait notre révolution avec voilà tout ce qui s'est passé dans ces années 60, 70, hein, l'année ma mère. Ça continue avec MeToo, Balance ton porc, mais à un moment donné, il n'est plus l'heure d'être en guerre contre les hommes. L'invitation, c'est de rencontrer notre ombre à nous, de regarder comment nous avons survécu dans l'ombre, comment nous avons sournoisement agi dans l'ombre, comment nous avons castré nos fils. Voilà. Comment notre masculin, comment nous avons agi dans l'ombre. Je ne peux pas le dire autrement. Après, ça demande beaucoup de courage pour nous les femmes d'aller regarder ça. Comment nous avons agi dans l'ombre pour survivre. Comment aussi nous avons utilisé nos sexes de femmes. Et il n'y a pas de honte à ça. Et aujourd'hui, c'est pouvoir de se dire je suis, je peux dire oui, je peux dire non, j'existe. Et une fois que j'ai introjecter vraiment mon je suis, je peux commencer à rencontrer l'homme dans ses propres blessures aussi, et automatiquement l'homme se guérit en même temps que nous. Il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Parce que j'entends beaucoup dans les cercles de femmes du féminin sacré, il y en a marre qu'il n'y a que nous qui soyons en travail sur nous. C'est faux, hein. Les hommes aussi y sont, hein. Sauf que c'est notre ego et notre orgueil blessé qui ne voulons pas voir l'œuvre des hommes. Les hommes sont en train aussi de se réveiller. Ils s'éveillent en même temps que nous parce que nous appartenons à la même planète, et qu'il n'y a pas de séparation entre la guérison des hommes et la guérison des femmes. Voilà. Rencontrons-nous, c'est pour ça que j'œuvre dans ce terreau, quoi, hein. C'est rencontrons-nous à l'intérieur de nous pour pouvoir rendre le pouvoir aux hommes et pour pouvoir nous allier à eux, ne plus être dans une espèce de dépendance affective, de pouvoir financier contre énergie sexuelle. Ça, j'en parle beaucoup dans Argent égale joie, d'accord? Comment il y a ce troc horizontal larvaire, hein, dans le mariage, où il y a des contrats avec l'énergie d'argent et l'énergie sexuelle, d'accord? Mais qu'on puisse se verticaliser, quoi. Qu'on puisse être deux êtres autonomes qui échangeons, mais qu'on soit dans cette autonomie, quoi. Voilà ce que je voulais, ce par quoi je voulais finir. Voilà. Je vous fais un très très gros bisou et puis à tout bientôt. Je vous ai mis en lien au-dessus ou en dessous, eh bien, si vous voulez prendre un rendez-vous découverte, vous avez le lien. Et si tu veux t'inscrire également donc, à mon prochain webinaire, le syndrome du jumeau perdu, rescapé, voilà, n'hésitez pas. À tout bientôt. Bisous, bisous.